Bonjour. Les exilés sont ceux qui acceptent ordinairement qu'on photographie leur sentiment de fragilité et de bravoure jusqu'à nous faire pâlir d'admiration. L'exil, vous l'aurez compris, est rappel à la renaissance, au déploiement du soi profond, au dialogue continu de soi à l'autre. Ce fut un extrait de son auteur Harold Pender, tiré de la revue Tikar Tok, numéro 9, mandaté de l'organisme Diversité Artistique Montréal. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Harold Pender, écrivain, philosophe et théologien, aumônier des cadets dans l'organisation de la Défense nationale. Il est chercheur en éthique et enseignant de philosophie au niveau collégial. Critique littéraire, il collabore régulièrement à la revue Cavalier Bleu du Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est l'auteur de Lettres à Adélia. Il est à l'origine de l'initiative du grand récital Parole pour You, c'est-à-dire Parole pour eux, un grand récital de commémoration réussi pour rendre hommage aux innombrables victimes du tremblement de terre de Haïti survenu le 12 janvier 2010. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Harold, bonjour. Bonjour Kamal. Je suis heureux de t'accueillir finalement, Harold Pender, mesdames et messieurs, écrivain, poète, professeur, aumônier, tu es aussi dans la théologie, installé au Québec dans la fin des années 98. Oui, 98. 98. Puis homme de lettres confirmé, moi j'aimerais savoir comment s'est opérée la magie de la littérature, la magie des mots. Est-ce que c'était au Cap haïtien d'où vous êtes originaire? C'est très bien ça, vous avez fait une belle recherche. Ça commence bien. Mais c'est-à-dire que j'ai commencé par prendre goût à la parole, Oui. à la parole fleuve, dans ma ville natale, qui est le Cap haïtien, la ville de M. Anténor Firmin, parce que d'abord j'étais très bègue. Je n'avais pas la parole facile. Okay. J'ai appris à parler grâce à une rencontre comme ça, très fortuite, avec un professeur de diction française qui trouvait que j'avais une voix et qu'il fallait mettre la parole dans cette voix. Et comme j'étais très très bègue, ça remonte à un traumatisme post-grossesse, voilà, il m'a appris à mesurer la parole, le langage, par des concentrations fessières et avec des orteils, et avoir beaucoup plus de poésie, puisque la poésie c'est d'abord une parole musicale, et par cela, donc, j'ai trouvé ma guérison, oui. Donc le goût de la parole est venu par... Donc le goût de la parole, puis ça s'est transformé, puis l'écriture, elle a commencé à quel âge à peu près? L'écriture a commencé très tôt, j'entends 14-15 ans, ouais. J'ai trouvé que j'étais nul en chiffres, après les 10 doigts, je ne sais plus ce qui vient. Oui. Et donc il fallait trouver une espèce de panacée, de béquille, et les lettres m'ont appris à mettre un peu de rigueur dans ma perception du monde, dans mon rapport au monde, éventuellement. Donc il fallait commencer par prendre le stylo et trouver quelques feuilles par-ci, par-là, dire les choses. Oui. Tracer son univers, son monde. Des études en philosophie, littérature, théologie, c'est pas trois mondes différents. Ça, en quoi ils se rejoignent? D'abord, ça se rejoint très vite. J'ai un frère qui, lui, est docteur en théologie. J'ai toujours compris que la philosophie et la théologie, voilà, c'est des sœurs. Et comme je n'ai jamais souhaité, moi, faire du ministère pastoral comme lui, j'ai fait la théologie, passant par l'aumônerie canadienne, et j'ai été formé dans les forces canadiennes pour être aumônier, ce que j'ai commencé à faire, j'avais 23 ans, donc j'étais l'aumônier protestant au sein de la Défense nationale. J'ai travaillé à Valcartier, qui est la plus grande base militaire. Et ensuite, j'ai travaillé à Bagotville et j'ai enseigné donc l'éthique. Et puis, est-ce que donc on parle d'une certaine recherche, une quête de la vérité à travers la philosophie et la théologie? C'est comme ça que vous le voyez? Oui. C'est vrai, il y a le goût de comprendre chez moi. Le goût de comprendre. Le goût de comprendre. C'est-à-dire que la transcendance, donc la métaphysique, m'interpelle toujours. Lorsque j'étais plus jeune, je disais à ma maman, je viens de poser une question au bon Dieu. Si demain je ne survis point,
c'est lui qui m'a enlevé la vie. Peut-être j'ai tranché. Ça, c'est une pensée automatique. Automatique. J'ai tranché, j'ai été peut-être trop loin, donc trop vite. Alors là, pour préserver mon âme, il a dû enlever ma vie. Alors c'est pour dire que la question, c'est un bon raisonnement, ça, la question métaphysique a toujours été au cœur de ma vie. Et donc oui, j'ai fait la philosophie, pas pour trouver des réponses, surtout pas, mais pour vivre dans des questionnements existentiels. Pour vivre dans des questionnements. Puis, vous avez aussi été un homme de radio. Vous avez travaillé à CPAM. Ça date de combien d'années, ça, CPAM? C'est-à-dire que CPAM a trouvé son existence en 2002, 2003. Début des années 2000. Oui, bien sûr. Et j'étais membre fondateur de cette radio. Mais j'ai commencé tôt à faire la radio. J'ai commencé à faire la radio, j'avais 14 ans. Vous étiez à Haïti? À Haïti, justement, à Cap-Haïtien. Oui. Où j'ai commencé à lire des annonces funèbres. Pour affûter un petit peu la voix. Oui, pour commencer à m'approprier de cet organe. Puis je travaillais à une radio américaine, mais section francophone. J'étais le plus jeune animateur de toute la ville et apparemment pas le dernier non plus. Puis en retournant à cette radio CPAM, vous affirmez être l'un des premiers à avoir engagé des étrangers. Mais le premier. C'est très intriguant. Ah oui, le premier. C'est-à-dire que j'étais concepteur d'une émission de radio, une émission d'été, et j'ai trouvé que c'était presque idiot qu'on soit toujours en communauté identitaire, c'est-à-dire la communauté, c'est parfait, c'est très bien, c'est des repères, mais après, il faut que la communauté se déploie. Sinon il y a repli identitaire. Voilà. Et j'étais chez mon ami éditeur, Monsieur Stanquet, pas le fils, pas le père, le fils, Alexandre, qui me parlait du talent de sa sœur, Sophie, qui alors, je crois, venait de se faire renvoyer, je ne sais pour quelle raison. Alors j'ai dit, tiens, d'accord, présentez-moi votre sœur. J'ai vu que le talent est là, l'intelligence est là, et qu'elle-même aussi a une ouverture aux communautés d'expression francophone au Québec. J'ai dit, bon, écoutez, demain, vous venez travailler avec moi. Donc, je l'ai engagé. La direction de la radio, qui me faisait confiance, l'a gardée. Moi, je suis parti. Et puis elle est restée. Mais est-ce qu'à l'époque, là, on parle de quelle année à peu près? Nous sommes en 2005, 2006. 2005, oui, 2006, 2007. Est-ce que vous pensez que par rapport à 2019, tout de même, est-ce que l'ouverture faisait quand même des fois à l'époque? C'est-à-dire que il y a... Parce qu'il y avait votre question, elle est intelligente, très intelligente. Parce qu'il faut dire que quand même l'imaginaire collectif des Québécois et des Néo-Québécois, il a été marqué quand même par certains événements, les accommodements, beaucoup souvent plus la des charte. Slogans aussi. Oui, et des slogans aussi qui ne sont peut-être pas bien travaillés. Oui, alors... reproche fondamental à nous faire, nous, communauté d'expression francophone ethnique, c'est que nous attendons beaucoup de la société québécoise. Nous attendons beaucoup, même trop, alors que nous pouvons offrir aussi. Je suis d'accord. Nous pouvons offrir même tout autant. C'est exactement ce que moi-même j'avais proposé à la radio haïtienne, à savoir, arrêtons d'attendre, arrêtons de soupirer, arrêtons de languir. Et fournissons ce dont nous sommes capables. Des efforts. Alors, on va revenir avec vous, Harold. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité Harold Pinder. Vous avez un maître à penser, Antenor Firmin, anthropologue haïtien. Oui. Votre maître à penser, il disait « Toute culture doit son existence à une autre. » Pour faire un peu le lien avec la question avant... La question de la race, finalement. Oui, exactement, c'est identitaire. C'était une réponse identitaire, oui. C'était une réponse... D'abord, c'est bien que vous ayez cité M. Antenor Firmin, qui est le premier à avoir répondu à M. Gobineau, qui parlait justement de la race, une espèce de hiérarchisation de l'intelligence provenant de la race. C'est-à-dire la race jaune, la race fameuse. Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'était de la foutaise. Et j'étais très heureux qu'une chercheuse américaine ait découvert ce texte. Et elle dit, c'est elle d'ailleurs qui parle, que c'est peut-être là le premier anthropologue afro
antillais que l'histoire de la pensée anthropologique n'est jamais connue. Et c'est quand même fascinant qu'un homme qui découvre une telle force dévastatrice de M. Gobineau ait répondu avec autant de sagesse, de tact, d'intelligence et de science. Aujourd'hui, on connaît la force de la pensée de M. Antonin Firmin, qui a écrit de l'égalité des races humaines, alors que Gobineau parlait de l'inégalité. Oui, et l'égalité, et je pense que c'est... Parce que parfois, il y a la langue de bois. On n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire les choses. C'est pour ça qu'on en subit d'ailleurs les conséquences. Oui, c'est ce qu'on subit. Et je pense qu'on est dans une phase où l'altérité devrait être exprimée beaucoup plus et dite dans les règles de l'art et sans blesser. Et j'aimerais faire le lien avec un beau texte que vous avez écrit, La poétique de vivre. Ah, c'est gentil. La poétique de vivre, Exil poétique de vivre, paru chez Tikartok, le numéro 9. Je vais le prendre si vous le permettez. Ah bon, d'accord, oui. Il est juste là. Oui. Pour faire une petite captation, Tikartok, numéro 9, vous avez fait paraître donc, ce texte avec une citation du théologien Hugues Saint-Victor, que j'ai noté. J'ai eu plaisir de noter. Raffiné est l'homme pour qui la patrie est douce. Courageux celui pour qui tout seul est une patrie. Mais parfait est celui pour qui le monde entier est un exil. Oui. Pouvez-vous commencer par l'exil, non pas destin, mais dessin. Un dessin, comme projet. C'est pas un destin, c'est forcément quelque chose qu'on projette. C'est-à-dire qu'on ne subit pas l'exil ordinairement. On a été forcé, on est d'accord, pour beaucoup. Mais il y a aussi un exil choisi. C'est peut-être ce que Victor Hugo disait. On peut être exilé même dans son propre pays, même dans sa propre patrie. C'est l'incompréhension, donc, voulait-il dire, Victor Hugo. Mais pour beaucoup, l'exil doit être un projet, c'est-à-dire que je ne subis pas les conséquences de mon voyage, de mon départ. Je vais faire de mon départ une nouvelle, un nouvel essor pour dire que j'existe. Et voilà, c'est ce que je veux dire par dessin, comme projet du vivre ensemble, de l'altérité, de la découverte de l'autre. Mais il peut être un destin dans la mesure où on choisit peut-être notre destin nous-mêmes, peut-être en le projetant dans notre imaginaire, de manière inconsciente. D'accord. Alors, ce que je veux dire par destin, c'est rien qui soit dans l'ordre du fini, voilà, quelque chose qui est vraiment fixe. Oui, voilà, c'est pas ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais destin pour moi, c'est rien qui soit fini. On est toujours en recommencement. On est toujours un recommencement perpétuel. Perpétuel. On est toujours en mode de projection. On est toujours en mode de naissance ou de renaissance. C'est ça que je voulais dire par dessin. Parce qu'en fait, nous avons des écrivains qui jamais n'auraient été écrivains célèbres aujourd'hui s'ils ne faisaient pas de leur vie de nouvel essor. Exactement. De nouvel essor, de dire qu'ils existent pas seulement à travers un territoire moyen-oriental, africoïde, afro-antillais, haïtien, caribien. Là, c'est tout simplement une forme de géographie trop circonscrite. Ils sont beaucoup plus qu'une géographie. C'est ça que j'appelle par dessin. Donc, on fait de sa vie un projet. Mais quelle poétique, justement? Poétique de vivre, est-ce poétique? Bon, moi, je pourrais avoir une première lecture dans un premier temps. La poétique de vivre par rapport à la nostalgie du passé ou par rapport, par exemple, à quelque chose? J'entends par poétique, dans le sens ancien, poésie, production, ou un travail sur soi. La vie même nous invite à être des poètes. Moi, je suis un lecteur assidu de monsieur qui s'appelle Cesare Pavese, un Italien qui disait « La vie est un métier ». Le métier du vivre. Eh bien, l'exil même nous invite à réinventer notre vie comme possibilité d'être, possibilité de devenir qui l'on a déjà été, puisqu'on ne peut devenir jamais ce qu'on n'a jamais été. Donc c'est la possibilité, la possibilité de devenir, c'est-à-dire de prendre quelquefois de la boue. Et là, je reprends l'expression que vous aimez de Charles Baudelaire. On m'a donné de la boue, j'en ai fait de l'or. J'en ai fait de l'or. On m'a donné, exactement. Très belle expression de Baudelaire. Je vais parler de votre CD audio. Je pense qu'il y a la poétique de l'amour aussi. Lettre à Adélia. Est-ce que vous l'avez écrit ici? Est-ce que c'est paru? Oui, j'ai commencé à écrire ça
c'est-à-dire à la veille de mon départ d'Haïti, Oui. 97-98. Ok, donc Adélia, vous l'avez connue à Haïti. C'est une figure métaphorique. Métaphorique, Oui, ok. en fait, c'est ma femme qui a choisi le nom voilà. Adélia. Moi, Voilà. je suis nul dans les, Mais c'est un dans très les joli titres. prénom, ça. Oui, c'est gentil. Mm. Oui. Pourquoi c'est pas un livre, Harold, justement? Pourquoi c'est un CD audio? Pourquoi vous l'avez pas mis en livre imprimé? C'est bien ça. En fait, je suis très complexé. Je ne suis pas encore sorti de mon Mais malaise. ça arrivera un jour. J'aime beaucoup. J'écris des textes dits savants, des textes techniques, des textes pour des revues. Je fais et même encore aujourd'hui, je viens de terminer une critique littéraire. Mais voilà, je ne me suis pas encore résolu à l'idée d'écrire ou de publier. Voilà. Ça Et j'ai des viendra. invitations pourtant. Ah oui, qui manquent pas. Oui, oui. On va faire une pause et on D'accord. vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et Merci. messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, Harold. Et vous commencez, on revient si vous le permettez, Oui. à Lettre à Adélia. Oui. Puisque de ta chair, nul Dieu me fait rachat, j'écris une lettre d'amour. Oui. Est-ce que c'est une interrogation? Ah, tiens, pas mal ça. J'ai écrit une lettre d'amour. J'écris une lettre, c'est-à-dire que je suis pour l'idée. C'est-à-dire qu'on ne peut écrire que des lettres d'amour pour dire des choses graves. L'amour n'est pas que sentiment, c'est une volonté. C'est une volonté. Oui. Hein? Et souvent, on doit décider d'aimer contre son propre sentiment d'amour. C'est-à-dire choisir la volonté d'aimer, aller au-delà même de l'impossible pour dire des choses graves. Ah, donc, Haïti, je n'ai pas voulu la nommer. Je souhaitais parler d'une femme tout court et donner visage à travers des mots. À travers des mots, donc pour que une fiction. de tomber dans le cliché Oui. de dire mon pays, Haïti. Oui, Voilà. très bien. Un CD audio que les gens pourraient acheter sur quel site Eh bien, ça c'était... merci de me donner l'occasion de revenir sur ça. Ça fait quand même 10 ans, 11 ans. Ça fait quand même plusieurs 11 ans, années, mais oui. faut en parler. Ouais, c'était une rencontre comme ça, avec M. Stanquet, que Oui. j'ai rencontré dans un salon de livres, à qui j'ai parlé de littérature, et il m'a posé la même question. Monsieur, voulez-vous publier? J'ai dit non, mais je peux faire autre chose. Il m'a dit quoi? Ben, je peux éditer en audio quelque chose. Il m'a dit, écoutez, ça tombe très bien, j'ai un studio pour vous. Et il m'a signé un contrat, on a fait une vente de signature avec 500 personnes à la Place des Arts, 5e salle, et ça a connu un succès extraordinaire. Encore aujourd'hui, on est en bonne relation, il attend le texte, et moi j'hésite. J'ai dit, il faut attendre longtemps pour écrire. Il faut attendre longtemps, pour que ça mûrisse aussi. Il faut être patient avec ça, oui. Harold, parole pour you. Parole pour you, oui. Mesdames et messieurs, traduction parole. Une parole pour toi. Parole pour eux. Oui, pour eux. Parole pour eux. C'est bien ça, votre traduction est meilleure que la mienne. Oui, mais j'espère que je prononce bien parole pour you. Oui. Exactement, un récital de commémoration tout récent, un hommage aux innombrables victimes du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 à Haïti. Vous avez fait une belle présentation dernièrement. Voulez-vous nous donner plus de détails? C'est-à-dire que j'ai eu un échange d'amis avec une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, Madame Tibi Nguyen, qui est présidente directrice de Uni Action. Et lorsqu'on parlait d'éventuels projets artistiques, il m'a dit, Harold, tu m'as parlé éventuellement de publier, j'ai dit non, pas de publier, je ne peux pas publier encore, mais de personnages que tu souhaites mettre en scène, qui a vécu le séisme. Je lui ai dit oui, c'est même fini. Et elle m'a dit non, mais Uniaction est prêt à embarquer dedans. Un organisme un organisme à but non lucratif qui travaille dans le sens, c'est pas utopique, mais d'éradiquer la misère qui souvent passe par l'absence de l'éducation, l'absence de vie prise en main par la santé robuste. Et donc, Madame Tibi, justement, m'a proposé de monter le projet. Donc, Uni Action
à financer l'ensemble du projet qui était un récital à travers texte, oui. Musique Oui. et chant. Et pour la musique, j'ai eu la grâce du chef d'orchestre, M. Gilbert Patenaude, qui pendant plus de 38 ans... Qui était présent, oui. Oh non, c'était même le chef d'orchestre. Oui, qui a travaillé pendant 38 ans à l'école de la maîtrise des petits chanteurs de Mont-Royal. Il a lu mon texte, il m'a dit « Harold », et là je répète vraiment ce qu'il a dit. C'est un monsieur d'expérience énorme. Il a dit c'est peut-être là un des plus beaux et grands textes que je n'ai jamais lus. Oui. Alors il a choisi de mettre en musique, en partition, mes textes et présenté il y a quelques semaines. Quelques semaines. C'était le 12 janvier. Oui. J'ai eu le plaisir, Harold, moi, de voir, de visionner le spectacle que vous avez eu la gentillesse de mettre carrément sur médias sociaux. Il y a un enchaînement dynamique de séquences, de performances diversifiées. Je me suis demandé à un certain temps, est-ce que parce qu'il y a quand même un mélange mélodramatique, est-ce que c'est mélodramatique? C'est exactement ça, oui. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu tomber dans l'exagération. Oui, sur la peine ou le deuil. C'est ça, oui. Et éviter en fait la sensiblerie facile, excessive. On sait que c'est un drame, mais encore faut-il en sortir. Sinon, ça ne sert à rien. Oui. Et je suis aussi un lecteur de mon cher Nietzsche, Frédéric Nietzsche, qui dit que les voix les plus pures sont celles qui ont connu l'abîme. Et donc, c'est ainsi que j'ai eu la participation d'un quatuor, des 4 chantres Beraka, qui elles, ces quatre jeunes femmes, ont donné voix à des sans-voix par le chant. La voix des sans-voix par le chant. Par le chant. C'est-à-dire, elles ont vraiment visité le monde des disparus, et ont arraché leurs dernières paroles testamentaires par des chants. Et le public a été touché par ça. Et puis, c'est un projet que de 6 mois. Qui a pris du temps. Mais c'est un projet quand même que vous avez commencé depuis 2010, si je ne m'abuse. C'est ça, mais jamais. Mais vous n'avez pas. Vous n'avez pas mis tout de suite là. Non, surtout pas. Vous laissez les choses. Oui, j'aime bien attendre. Ben, c'est parce que moi, j'écris jamais à dessein. L'écriture est c'est le lieu même de la grande patience. Ce qu'on disait autrefois pour les malades, ce sont des patients. Et quand on écrit, il faut être patient avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on s'empresse trop vite, on devient à la fois agressif, violent. C'est très sage, comme façon de voir. Écoutez, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Harold Pinder. Peut-être je pourrais ajouter, si vous voulez. J'ai eu l'invitation, merci. Uniaction va porter ce projet, le même projet, du spectacle à la Place des Arts. À la Place des Arts, c'est prochain? C'est prochain, je pense que ce sera même pour le 12 mai. On parle de mai 2019, 12 mai 2019. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est vraiment moi qui vous remercie. À cette émission. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Au revoir.